Embarquez pour un voyage intérieur du 2 au 4 août au hameau de l'Étoile, proche de Montpellier. Après le succès du premier congrès C'est quoi le bonheur pour vous, nous vous proposons de prolonger l'expérience avec ce week-end immersif inédit. Dans un cadre magique, venez vivre 2 jours hors du temps pour prendre soin de vous. Une expérience immersive unique, guidée par David Tan, Alexandre Antonienko et moi-même. Durant ce week-end, vous serez plongé dans un programme soigneusement conçu pour vous aider à explorer les différentes facettes de vous-même. Le corps, le cœur et l'esprit. Que vous soyez en quête de sens, de transformation ou simplement curieux de découvrir ce que la vie a à vous offrir, que vous soyez seul, en famille ou entre amis, rejoignez-nous pour ce week-end inédit qui promet d'être une expérience inoubliable. Rendez-vous sur le site c'estquoilebonheur.fr pour rejoindre l'aventure. À très vite les amis. Le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alain Héril. Alain est psychanalyste et sexothérapeute. Il a exercé en cabinet pendant 30 ans. Il forme des sexothérapeutes et des psychopatriciens depuis plus de 20 ans au sein de diverses écoles de formation à la psychothérapie et au coaching. Il co-dirige le centre de formation à la psychothérapie intégrative Indigo Formation. Il a écrit plusieurs ouvrages sur la sexualité et le couple, dont Femme épanouie, Dans la tête des hommes, Aimer, L'orgasme thérapeutique et On ne fait pas l'amour, c'est l'amour qui nous fait. Aujourd'hui, nous allons parler couple et sexualité. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien là où vous êtes. Moi ça va très bien, une nouvelle fois, je passe une belle matinée. Ce matin j'étais invité par Jocelyn, qui habite pas très loin de Montpellier, qui est en train de réaliser plusieurs interviews pour éventuellement en faire un film. En attendant, ce sera présent sur sa chaîne YouTube et on a parlé de beaucoup de choses, de mon parcours, de tout ce que je fais. Et c'est vrai que je me rends compte de plus en plus, parce que c'est loin d'être le premier à me le dire, que d'un point de vue extérieur, ça vous donne l'impression, mais ce qui est quand même le cas, qu'on fait beaucoup de choses dans le cadre de nos activités, que je suis très actif. Effectivement, je suis présent quand même sur beaucoup de réseaux et donc nos activités sont assez florissantes et donc ça représente quand même beaucoup d'outils. Et donc, il fait partie de ces personnes surpris de tout ce qu'on fait. Et je lui ai expliqué, et c'est ce que j'explique d'ailleurs dans mon livre « C'est quoi le bonheur pour vous ?» que bien évidemment, oui, on fait beaucoup de choses, que il y a des ponts entre tout ce qu'on fait, mais c'est surtout que si je peux faire tout ce que je fais, c'est parce que justement, je prends soin de moi. C'est tout l'objet du premier livre que j'ai écrit, C'est quoi le bonheur pour vous en chemin vers soi, parce que je consacre beaucoup de temps, enfin en tout cas, peut-être beaucoup plus que la moyenne, à prendre soin de moi, à prendre soin de mon équilibre personnel, physique, mental, émotionnel, spirituel. Et c'est ce qui me permet d'avoir de l'énergie, d'être bien dans ma tête, bien dans mon corps, et donc du coup de mettre en place un certain nombre de projets. Voilà peut-être s'il y a un secret d'où ça vient. Et on en parlait très rapidement avec Alain. C'est aussi la passion, bien évidemment. Tout ce que je fais, c'est par passion, par conviction. Et c'est aussi vraiment un peu comme l'essence dans une voiture, vous savez, c'est ce qui nous anime, quoi. Donc voilà, je voulais vous montrer une petite vidéo avant de commencer notre échange avec Alain. Aujourd'hui, on va parler de couple et de sexualité, qui est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et Alain, pour moi, fait partie des références dans le domaine en France. Donc, je suis ravi qu'on puisse échanger. Et avant de commencer, je vais vous montrer, vous savez, une petite vidéo qu'on a faite sur un week-end là qu'on organise. Donc, c'est du 2 au 4 août au hameau de l'Étoile avec David Tan et Alexandre Antonienko. On est en train de préparer un week-end immersif qui s'appelle « C'est quoi le bonheur pour vous ?» avec beaucoup d'ateliers. L'idée, c'est de vous accompagner justement sur votre chemin de manière peut-être un peu plus éclairée et de repartir avec beaucoup d'outils, surtout beaucoup d'amour pour continuer votre chemin. Et donc, on est au hameau de l'Étoile. Je sais qu'Alain connaît le hameau de l'Étoile. Et ils ont fait une chouette vidéo, donc ça va montrer un peu le cadre dans lequel on va se trouver. Et on se retrouve tout de suite après. Salut Alain. Salut Julien. Tu vas bien ?
Ben écoute, ça va très bien, ça va très bien. Très heureux d'être là et puis très heureux de pouvoir discuter avec toi autour de ce thème très large et très passionnant. Oui, oui, tout va bien. Merci. Je disais que tu connaissais le hameau de l'Étoile, je crois que je me trompe pas, non? Oh oui, le hameau de l'Étoile, je crois que mon premier stage là-bas, c'était il y a près de 30 ans, hein, tu vois. Ah ouais, pardon. Oui, oui. Donc j'ai connu plusieurs formules du hameau. C'est un lieu magnifique, hein. Ouais, Ouais, dans les lieux de développement personnel en France, c'est l'un des plus beaux, je trouve. Ah ouais, ouais, je c'est trouve aussi, super. ouais. Et Et puis puis la très vidéo pro. est très belle, ouais. Ouais, ouais, la vidéo est top. Enfin, moi, je les trouve vraiment pro, tu sais, très carrés dans ce qu'ils Ouais. font et c'est vraiment appréciable, quoi. Alors, Alain, j'ai pris pour habitude de laisser mes invités se présenter. Donc, j'imagine qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas. Donc, je vais te laisser te présenter, qu'on comprenne qui tu es. Alors écoute, moi déjà je vais commencer au niveau des titres, si je puis dire. Je suis psychanalyste et sexothérapeute. C'est les deux axes principaux de mon travail. Et puis je suis aussi formateur et superviseur. Et j'ai consulté pendant une trentaine d'années, donc en région parisienne, avec des hommes, des femmes, beaucoup d'ados. J'ai beaucoup travaillé avec les adolescents. Et puis j'ai été thérapeute de couple pendant une vingtaine d'années. J'ai arrêté les consultations, même si j'en ai encore quelques-unes par-ci par-là, pour me consacrer essentiellement à la formation. Voilà, parce que ça me passionne et puis que il paraît que je suis à l'âge de la transmission maintenant. Oui. Donc voilà. Et mes deux axes de travail en tant que formateur, c'est la psychopathologie et puis c'est la sexothérapie. Et dans le cas de la sexothérapie, évidemment qu'on aborde beaucoup la question du couple et de la sexualité. Et juste pour voilà, rajouter quelque chose, je travaille aussi en université. J'ai donné des cours dans plusieurs facs françaises. Et là, depuis 3 ans maintenant, je dirige un diplôme universitaire européen de psychopathologie et j'ouvre l'année prochaine un diplôme universitaire européen couple et sexualité. Donc, on est en plein dans notre thème et je travaille avec une fac espagnole, la fac Miguel de Cervantes de Valladolid. Et voilà, qui est une fac européenne et qui a tout un département francophone. Voilà sur la présentation. Juste une petite chose quand même, parce que c'est toujours important pour moi de dire que je fais partie du courant de la psychothérapie intégrative. Et donc c'est important parce que c'est une approche de la psychothérapie qui ne cherche pas à opposer, mais qui cherche au contraire les complémentarités. Donc, ce qui fait qu'en tant que psychanalyste, je peux parler de Freud, de Lacan, mais je peux parler aussi de Jung, de Ferenczi. Voilà, c'est-à-dire que on tente d'avoir un regard ouvert sur l'approche psychothérapeutique et de sortir un petit peu des querelles de chapelle, voilà, pour essayer de comprendre avec les outils que nous avons, qu'est-ce que c'est qu'être un être humain sur cette terre, de vivre ensemble, de partager les choses, voilà, et d'essayer de comprendre un petit peu plus les organisations comportementales et psychiques internes. Voilà. Et donc, du coup, là, tu nous disais, la dernière fois, le premier stage que tu as fait au Mois de l'Étoile, c'était il y a 30 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, tu exerces ton activité quoi, depuis plus de 30 ans? Ah oui, 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 depuis Ouais. plus de 30 ans, parce que moi, j'ai eu un passé où j'ai été comédien metteur en scène. J'ai travaillé dans le théâtre pendant une quinzaine d'années. Et puis, il y a un moment donné où les deux se chevauchaient. Puis, quand j'ai repris, parce que moi, j'ai une formation universitaire à la base, et quand j'ai repris mes formations et que je me suis installé en tant que thérapeute, j'étais encore sur les deux terrains. Donc, j'étais à la fois thérapeute et metteur en scène de théâtre, mais ça fait plus de 30 ans, ouais, effectivement. Ok, ok. Bon, vous l'avez compris, Alain est un expert. Alors, Alain, ce qui me vient alors déjà à l'esprit, c'est que pour moi, couple et sexualité, les deux sont quand même intimement liés. Et je vais te partager ce que moi j'observe de mon côté. J'ai vraiment le sentiment, alors peut-être que c'est en France, hein, que c'est peut-être pas dans d'autres pays, mais qu'en France, on a un rapport avec la sexualité qui est devenu de plus en plus compliqué, avec, tu sais, l'arrivée du porn et tout Mm. ça. Ce qui veut dire que le rapport qu'on a à notre sexualité, donc dans le couple, pour moi, le game a complètement changé. Et j'ai le sentiment qu'en gros, bah, la sexualité, c'est de la performance,
Donc du coup, tu vois, être performant, comme on peut être performant, je sais pas, au travail, quoi, en gros. Il faut absolument avoir un orgasme parce que en fait, sinon, c'est pas faire l'amour. On en oublie les préliminaires aussi, notamment, tu vois, comme si en fait les préliminaires, c'était pas non plus faire l'amour. Enfin, je trouve qu'il y a voilà, en fait, c'est comme si on avait perdu le sens de ce que pouvait être la sexualité, quoi. Alors, est-ce que je me trompe? Je vois que tu caisse de la tête, donc peut-être pas. Ouais. Non, 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 tu te trompes pas. Moi, c'est ce que j'entends et c'est ce que j'ai rencontré en cabinet pendant tout le temps que je consultais. Et puis là, l'avantage que j'ai en étant superviseur, c'est que je supervise le travail de plusieurs thérapeutes qui me parlent de leurs patients. Et évidemment, j'ai des retours sur ce qu'ils entendent, sur ce que traversent leurs patients, et je retrouve exactement ce que tu es en train de dire. Alors, j'ai pas mal travaillé à l'étranger, et c'est pas qu'une problématique française. Ok. Je pense que ça a un côté assez universel. Alors, je dirais pas que c'est dans le monde entier comme ça, mais que, en tout cas, dans les pays industrialisés, c'est quelque chose qui revient souvent. Et la question de la performance, elle est vraiment au centre du débat. Je te donne un petit exemple. Tu vois, le premier couple que j'ai reçu en tant que thérapeute de couple, c'est un couple qui est venu me voir en me disant « Bonjour, Monsieur Héril ». C'était il y a une trentaine d'années. Hein. « Bonjour, Monsieur Héril, on vient vous voir parce que notre sexualité va pas bien du tout. » Je leur dis « Bon, expliquez-moi ce qui se passe. » Ils me disent « Voilà, on ne fait pas souvent l'amour. On a lu dans des journaux et tout ça que les Français faisaient l'amour 3 fois par semaine. Voilà, mais nous, voilà, c'est 1 fois tous les 10 jours. » Je dis « Oui, et quand vous avez des relations sexuelles, ça se passe comment ?» Ils me disent « Oh, ça se passe très bien. » Je dis « Donc, où est le problème ?» Ben oui, mais les autres, ils font 3 fois par semaine. Alors, je leur dis « Est-ce que vous avez bien lu parce que je connaissais ces Psychologie Magazine qui avait sorti cette enquête. Je dis « Oui, mais est-ce que vous avez lu que c'est 20 minutes et qu'en général, l'accès à l'orgasme n'est pas si évident que ça voilà. Mais il venait, et je l'ai rencontré beaucoup de fois après, il venait vraiment avec une idée qu'il y a de la performance à mettre en place et qu'en fait, ça amène un regard sur la sexualité dans le couple qui est un regard quantitatif et pas un regard qualitatif. Et ça fait beaucoup de dégâts et ça en fait de plus en plus. C'est comme s'il y avait une norme sexuelle qui existait, qu'il fallait correspondre à cette norme pour pouvoir être heureux et être épanoui. La seule chose, c'est que cette norme, elle est écrite nulle part et elle ne détermine pas le bonheur sexuel. Ça, c'est une évidence. Donc oui, ça joue beaucoup. Effectivement, et ça vient effectivement inhiber beaucoup de couples et chez les couples hétéros comme chez les couples homosexuels. J'ai rencontré ça vraiment aux 2 endroits, quoi. Ouais, ça m'étonne pas. Mais alors, du coup, à ton avis, c'est lié à quoi? Moi, je parlais de YouPorn. Je pense que c'est lié aussi beaucoup, à mon sens, aux médias. Tu sais, on est quand même dans une société qui nous conditionne à tous les niveaux. Hein. Notre perception de la vie, de la sexualité, de plein de choses est quand même très ultra conditionnée. Est-ce que je m'égare en disant ça? Est-ce que c'est vraiment déjà un conditionnement sociétal? Est-ce qu'il faut se déconditionner pour avoir vraiment sa propre sexualité? C'est-à-dire que oui, bien sûr qu'il y a un conditionnement. Il y a une espèce de norme qui est, comme je disais, qui est écrite nulle part, mais qui néanmoins transite à travers les médias. Et quand on regarde ce qui s'écrit sur la sexualité, notamment dans beaucoup de magazines où maintenant la question de la sexualité elle est presque obligatoire, c'est souvent une sexualité de performance qui est mise en place. C'est faites l'amour souvent, essayez de nouvelles choses et tout ça. C'est-à-dire qu'il y a par exemple une espèce de banalisation du BDSM dans le couple, des clubs libertins. J'ai rien contre le BDSM et les clubs libertins, hein, c'est pas une critique, c'est juste que il y a une espèce de checklist qu'il faut avoir remplie. Et c'est comme si, tu remplis la checklist et puis à l'arrivée, tu t'aperçois que t'es pas plus heureux qu'avant. Parce que ce qu'on oublie dans ces formes de sexualité très accumulatives, c'est l'émotion, c'est la rencontre avec l'autre, c'est aussi l'inconscient. Mais et donc de fait, on passe à côté, je dirais, enfin à mon sens en tout cas, de l'essentiel de ce qu'est la sexualité. Et la sexualité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contenir de façon définitive et tout ça. La sexualité, c'est toujours une recherche, c'est toujours un appétit, c'est toujours un aller vers. Tu vois. Et là, il y a l'idée qu'il y a quelque chose à faire. Et si on fait cette chose-là, on va y arriver. Et c'est toujours dans le cadre de la performance avec,
comme tu le disais, avec le fait qu'il y a une espèce de dictature de l'orgasme, il y a encore une dictature de la pénétration également dans la sexualité, et ce qui fait que ça encombre beaucoup de couples. Et ce qu'il faut savoir quand même, c'est que la plupart des couples qui viennent consulter en sexothérapie, c'est pour une question d'absence de désir. Et souvent, l'absence de désir, il est lié à un mauvais regard sur la sexualité. Quand je dis un mauvais regard, c'est que c'est un regard qui ne prend pas en compte la nature même de la relation de l'un avec l'autre, mais qui est dans une référence externe sur comment il faudrait faire pour pouvoir y arriver. Alors, j'aimerais bien aussi que tu nous éclaires sur la libido. Tu sais, moi j'entends aussi très souvent autour de moi, ah, on n'a plus de libido, ou j'ai plus de libido. Et moi, j'ai l'impression que la plupart des personnes qui le disent ne connaissent pas réellement ce que c'est la définition en fait de la libido. C'est comme s'ils faisaient un amalgame. Alors, peut-être que je me trompe, mais j'aimerais bien que tu nous donnes toi ta définition. C'est quoi en fait la libido? La libido, si on réfléchit en termes d'énergie, la libido, c'est de l'énergie de vie, c'est de l'énergie vitale. C'est-à-dire que c'est l'énergie qui nous fait nous lever le matin, qui nous donne envie de faire des choses, de rencontrer les autres, de se rencontrer soi-même. La libido, c'est vraiment un mouvement vital à l'intérieur de soi. Si ce n'est que ce mouvement, son origine, c'est la sexualité. Mais il faut entendre la sexualité, non pas dans le sens génital du terme, mais dans le sens désirant, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous met en désir ? Qu'est-ce qui nous fait désirer vivre, désirer rencontrer les autres, désirer. Donc la libido, c'est ça, c'est-à-dire c'est vraiment cette énergie de vie qui est très teintée de sexualité, mais qui n'est pas liée qu'à la sexualité. Et d'ailleurs, en psychanalyse, on parle bien de déplacement libidinal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce terme-là ? C'est que parfois, la libido, elle n'est pas forcément axée sur la sexualité, elle va se diriger vers autre chose. Tu peux très bien mettre ta libido dans la réalisation d'une œuvre artistique. Certains couples, par exemple, vont mettre leur libido dans la parentalité, par exemple, et vont désexualiser le lien. Tu vois, mais c'est surtout de l'énergie. Et d'ailleurs, au niveau psychopathologique, le moment où on a le moins de libido, c'est quand on est dépressif. Donc, quand il y a de la dépression, il y a une chute naturelle de la libido, de l'énergie vitale qui est là. Et pour moi, la libido, elle est vraiment liée dans ce sens-là. Donc, ce n'est pas que du sexuel dans le sens frottement de muqueuse, si je puis dire. C'est pas que ça. C'est quelque chose de plus large que ça, la libido. Et c'est très important par rapport à la sexualité directe, parce que la sexualité directe, elle est liée avec le désir, mais elle est liée avec notre désir de vie de manière générale. C'est pour ça que dans la sexualité, oui, il y a la rencontre entre deux génitalités, mais il y a plein d'autres choses. La sexualité, elle peut être aussi à caractère spirituel, elle peut aussi s'inscrire sur d'autres terrains, simplement que le fait d'avoir une relation sexuelle l'un avec l'autre. Donc, et je pense que c'est important de garder cette notion de libido comme étant vraiment de la pulsion de vie à l'état pur qui s'exprime et qui va trouver sa réalisation, entre autres, dans la sexualité. Ok, parce que effectivement, quand tu es dans le monde de la connaissance de soi et du développement personnel, on entend quand même assez souvent que la sexualité, la libido, alors plutôt la sexualité, ça serait l'énergie peut-être la plus puissante. Est-ce que tu rejoins cette idée ? Oui, je rejoins cette idée dans la mesure où personnellement j'ai encadré des stages de tantra, c'est un milieu que je connais un petit peu et c'est le discours qui est tenu par exemple dans le tantra. Il n'y a pas que dans le tantra, hein, mais que c'est l'énergie la plus puissante. Oui, c'est en même temps, je me méfie beaucoup, si tu veux, du fait de dire ça de manière absolue, parce que ça laissera entendre, là encore, qu'il y a quelque chose à atteindre. Tu vois, ouais. Et le risque qu'il y a, c'est de retomber dans la performance en essayant d'échapper à la performance. J'ai tendance à penser que cette énergie-là, qui est extrêmement puissante, qui est sans aucun doute la plus puissante, l'énergie de la libido, c'est comment on trouve le moyen de s'ouvrir à cette énergie pour qu'elle puisse circuler à travers nous. Mais c'est pas quelque chose à atteindre, c'est pas parce que tu vas faire tel et tel exercice que tu l'obtiendras forcément. Oui.
Moi, avec le temps, j'ai compris à travers ce que j'ai entendu et puis mon vécu personnel que la sexualité, et cette force-là, cette énergie fabuleuse qu'est la sexualité, c'est vraiment une question d'ouverture de soi à quelque chose d'autre que soi-même. Donc c'est pas quelque chose à chercher. C'est au contraire, il faut se laisser trouver par cette énergie. Donc en fait, on ne rajoute pas des choses, on élague. Il y a vraiment quelque chose où, voilà, c'est comment je retire le superflu pour aller à l'essentiel. Pour moi, c'est vraiment à cet endroit-là que ça se situe. Oui, c'est pour ça qu'on le retrouve beaucoup, je te dis, dans la quête de la connaissance de soi, sur ce Oui. chemin en fait très personnel, parce qu'effectivement, ça en fait partie. Mais du coup, la question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce qu'il y a vraiment une sexualité épanouie en fait? C'est quoi avoir une sexualité épanouie en couple? Est-ce que ça existe? Écoute, Julien, si je le savais, j'aurais écrit un livre là-dessus. Là, on serait sur mon yacht en train de siroter un mojito. Non, je pense qu'une sexualité, on va vers une sexualité épanouie. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on cherche à atteindre. Mais je ne pense pas que ça soit atteint de façon définitive, parce que nous sommes des êtres de mouvement, et ce qui va être une sexualité épanouie à 15 ans, ça ne sera pas la même chose à 40 qu'à 60 ou plus tard. Donc la question de sexualité épanouie, elle bouge, elle change avec le temps, avec les rencontres, avec les expériences, et donc c'est un parcours, c'est un aller vers, comme je disais tout à l'heure. Mais la sexualité épanouie en tant que telle, elle n'est jamais atteinte, et je souhaite à tout le monde de ne pas l'atteindre, mais de toujours aller vers elle. Tu vois, et puis chacun, on a des valeurs, des croyances qui sont différentes, et que la question de l'épanouissement, elle va se poser différemment d'une personne à une autre. Donc c'est ça qui est important. Mais oui, c'est un aiguillon qui est là, et qui cherche à faire en sorte de ressentir non pas les choses les plus fortes possibles, mais les plus en expansion possible. Mais je pense qu'avec le temps, les choses, elles s'affinent aussi. Moi, je sais que personnellement, à l'âge que j'ai pas la même sexualité que celle que j'avais il y a 30 ans ou à 20 ans. C'est pas une question de performance, c'est juste une question d'état d'esprit. Et l'état d'esprit, il se travaille. C'est le travail qu'on fait sur soi qui fait qu'à un moment donné, on a un autre regard sur les choses et on les accueille de façon différente. Justement, c'est une bonne transition, parce que ce qui me vient à l'esprit, c'est que parmi tous les patients que tu as pu rencontrer, tout ce que tu fais en fait dans le cadre de tes activités depuis une trentaine d'années, est-ce que tu observes ce que moi je vois, c'est que j'ai l'impression que la sexualité dans le couple peut prendre un poids en fait très important dans le cadre du couple, c'est-à-dire dans le cadre de l'épanouissement du couple, on va dire un peu comme un pilier qui serait genre le pilier. Et je me demande s'il ne faudrait pas un peu dédramatiser, tu vois, ce poids en fait que peut représenter la sexualité dans des couples où peut-être ça se passe pas comme eux ils le souhaiteraient. Je dis bien comme eux ils le souhaiteraient, dépendant de ce conditionnement sociétal. Est-ce qu'il ne faudrait pas ramener un peu, tu vois, de légèreté? Mais je te rejoins complètement. Je crois que le travail qu'on a à faire en tant que thérapeute de couple par rapport à cette question de la sexualité, c'est vraiment de dédramatiser. Alors évidemment, il y a des situations qui sont dramatiques. Il y a des couples qui vivent un véritable enfer. Mais c'est pas forcément dans la sexualité qu'ils vivent un enfer, c'est dans la relation de façon générale. Ouais. Donc, et la sexualité est le résultat d'une difficulté relationnelle en dehors du sexuel. Mais je pense que par rapport à la sexualité, la dédramatisation, elle passe justement par ce dont on parle, c'est-à-dire par le fait de sortir de la question de la performance et de remettre la qualité relationnelle au sein du débat. On peut tout à fait être un couple et ne pas avoir de relation sexuelle pendant 1 mois, 2 mois. C'est pas très grave en soi, parce que notre libido, justement, est utilisé à autre chose. Et puis ensuite, avoir un temps où la sexualité va être tonitruante, présente tout le temps. C'est-à-dire que c'est important d'accepter qu'il y ait des aléas dans le désir, tu vois. C'est-à-dire que sinon, on est dans une situation, il faudrait qu'on soit toujours en rut, tu vois, toujours prêt à sauter l'un sur l'autre et tout ça. Et ça, c'est très quantitatif. Et je pense c'est-à-dire que la sexualité, elle arrive après la sensualité et après la sensorialité. Et je pense que ce qui est important, c'est vraiment
que les couples retravaillent leur capacité sensuelle, leur capacité sensorielle l'un avec l'autre. Et la sexualité, elle viendra de fait. J'ai reçu beaucoup de couples, effectivement, qui avaient des problématiques dans leur sexualité. Mais moi, mon travail, et je ne suis pas le seul thérapeute à faire ça, mon travail, c'est de les ramener justement au sensuel et au sensoriel. C'est-à-dire comment vous vivez une sensualité ensemble, comment la sensorialité, elle se partage entre vous, et la sexualité, elle trouvera sa place naturellement. Et donc, on peut avoir des moments sensuels, hyper agréables, sans être dans une sexualité pénétrative, absolument. Tu vois, et ça reste qualitatif. Donc, et je pense que ça me paraît nécessaire de prendre ce chemin-là, parce que sinon, le baromètre qu'on va avoir, ça va être vraiment la quantité de relations sexuelles qu'on a dans une semaine. Il y a plein de couples qui font l'amour 3 à 4 fois par semaine, voire plus, mais qui ont une sexualité absolument pauvre et dont ils ne sont pas satisfaits. Et donc, c'est pour ça que c'est important de revenir à cet endroit où la sexualité, elle est pas directement présente, mais la sensualité, le rapport sensuel, le discours sensuel, il est présent dans le couple. Et c'est ça, à mon avis, qui va aider à dédramatiser, quoi. C'est comment êtes-vous sensuellement ensemble, plutôt que comment êtes-vous sexuellement ensemble. C'est d'abord de regarder ça. Oui, c'est clair. Est-ce que quand on entend sensuellement et sensoriellement, est-ce qu'on entend, par exemple, moi je me considère comme quelqu'un de tactile. Je suis très tactile, ma chérie aussi est très tactile, on n'arrête pas de se tripoter, quoi, de se toucher, tu vois. Et moi, je pense que c'est justement quelque chose qui est important dans la vie d'un couple, mais factuellement, il suffit d'observer, tout le monde n'est pas tactile. Donc, moi, j'entends, tu vois, quand tu parles de sensorialité et de côté sensuel, il y a aussi le côté tactile. Mais quand tu n'es pas tactile, est-ce que du coup, ça devient compliqué? Alors, je vais peut-être t'étonner, mais je pense que tout le monde est tactile. La question, c'est pas est-ce qu'on est tactile ou pas, c'est est-ce qu'on a été habitué à être touché et à toucher. Et souvent, des personnes qui se disent non tactiles, ce sont des personnes qui ont un déficit justement dans le toucher, un déficit parfois qui remonte à l'enfance, mais naturellement, et là il suffit d'observer notre grand maître qui est le nourrisson. Naturellement, les nourrissons, ils ont besoin d'être touchés et naturellement, ils vont toucher eux aussi. Les nourrissons, le petit enfant, tu vois, c'est quand on observe les enfants et c'est un terrain d'apprentissage ahurissant, les enfants sont tous naturellement dans le toucher. Après, l'éducation, les expériences de vie, les traumas, tout ça peuvent entraîner un certain nombre de choses. Mais je pense qu'il y a naturellement chez l'être humain un besoin à toucher et à être touché. Donc c'est pas est-ce que je suis tactile ou pas, c'est est-ce que j'ai perdu ce sens du toucher et comment je peux le retrouver. Tu vois, et là encore, le nombre de couples que j'ai reçus et à qui je disais, est-ce que vous vous touchez, est-ce que vous vous massez, par exemple, et un massage sans qu'il soit un préliminaire à une relation sexuelle, juste pour le plaisir de masser l'autre et d'être massé par lui. Il y a des couples qui me disaient, mais non, nous, on n'aime pas toucher, on n'aime pas ça. Ok, d'accord, j'entends bien, mais je vous propose simplement d'en faire l'expérience. Tu vois, et donc je pense qu'il y a un enjeu à cet endroit-là. Mais en même temps, tu sais, quand tu dis être touché, mais être touché, c'est tactilement, mais c'est être touché émotionnellement aussi. Quand on dit tu me touches, c'est pas que manuel, c'est aussi touché émotionnellement. Et je pense qu'il y a tout un travail à faire aussi chez les couples pour laisser circuler les émotions, quelles qu'elles soient. Voilà, et puis les partager, et puis en parler, et là encore, on est dans un espace de dédramatisation, parce qu'il y a beaucoup de couples qui sont émotionnels, c'est-à-dire qui vont calfeutrer leurs émotions, ne pas me les partager avec l'autre, et c'est très important que l'espace émotionnel, voilà, il circule. Il faut pas oublier que dans les émotions, il y a une émotion qui s'appelle la joie quand même. Hein, donc il y a ça, et puis aussi, tu vois, il y a un élément qui va avec, à mon avis, c'est la dimension ludique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de couples qui prennent la sexualité parfois trop au sérieux, tu vois, c'est la scène 3 de l'acte 4, c'est dramatique, tu vois, t'as un poids sur les épaules et tout ça. La sexualité, c'est aussi du jeu, c'est aussi ludique. Et c'est important de pouvoir revenir à cet espace-là. Alors, je sais que c'est facile à dire, moins facile à faire, mais en tout cas, c'est une perspective.
Est-ce qu'on peut considérer que justement, alors moi tu prêches un convaincu hein, pour le côté ludique, on en parlait justement hier avec ma compagne, euh, mais pour autant, je vois bien qu'avec mes ex-compagnes, ça l'était pas forcément. Et donc du coup, moi ce que je vois et ce que je dis très souvent, c'est que la vie est une formation continue. Et donc bah, tu apprends à chaque fois en fait sur beaucoup de choses, notamment dans le domaine de la sexualité. Et de ce que je vois, je reviens encore au conditionnement, il y a quand même une grande partie de la population qui n'est pas connectée déjà à son corps. Tu sais, moi j'ai vraiment l'impression Oui. qu'il y a 80% de la population, c'est purement cérébral parce que notre société nous induque beaucoup de savoir, de connaissances, mais en fait on se connecte jamais à notre corps. Et donc du coup, comment tu peux demander, tu sais, à une grande majorité de la population, bah, justement, ce que tu es en train de dire, tu vois, de se reconnecter à soi, à son corps, ça devient tout un challenge et tout un programme, je trouve. Ben oui, mais tu as raison, mais bon, je pense que tout le monde est conscient que dans la sexualité, le corps est quand même engagé, et que donc le corps qu'on va engager dans la sexualité, c'est important de le connaître et de faire confiance à son propre corps et puis au corps de l'autre. Tu vois, le corps, c'est quand même quelque chose de très particulier parce que quand tu as une relation sexuelle, l'autre voit des parties de ton corps que toi, tu ne verras jamais. L'autre voit ton visage, l'autre voit ton dos. On ne verra jamais ni son visage ni son dos. On en voit le reflet, mais on ne le voit pas réellement. Donc, plus tu vas avoir confiance dans ton corps et plus tu vas avoir confiance dans le regard que l'autre va porter sur des parties de toi qui t'échappent dans la sexualité. Donc c'est important d'avoir une connaissance de son corps et d'être bien avec lui. Il ne s'agit pas forcément de se lancer dans des grandes performances sportives, mais juste avoir le plaisir d'être avec son corps. Et là encore, tu le soulignes, et à mon avis très justement, là encore, il y a un poids sociétal. C'est-à-dire que si on regarde bien, la société dans laquelle nous sommes nous dit le corps que nous devrions avoir pour être sûr d'avoir une sexualité heureuse, tu vois. Et pour les hommes comme pour les femmes. Donc, il y a une espèce de corps qui est formaté et qui inhibe beaucoup de personnes. Si j'ai pas ce corps-là, de toute manière, j'aurais pas une sexualité heureuse. Donc, il faut revenir un rapport à son propre corps qui soit le plus tranquille, le plus simple et le plus ludique possible. Hein, j'y reviens. Alors évidemment, tout ça, ce sont des mots, mais ça demande un travail, ça demande d'aller vers soi et d'aller vers son corps. C'est pas simple, mais en même temps, je pense que quand on fait ce travail-là, on est largement gagnant parce que de toute manière, notre corps, il nous accompagne de notre naissance jusqu'à notre mort. Il est là. Donc, autant en prendre soin et autant entrer en amitié avec lui. Ça me paraît être quelque chose de simple. Et il y a des choses, il y a parfois des activités qui sont simplissimes, tu vois, la marche, respirer, voilà, c'est pas simplement, c'est pas rentrer là encore dans la performance. Mais moi, il y a un exercice dont je parle souvent aux personnes que je forme et puis aussi aux patients. Je leur dis, voilà, si vous avez une glace en pied chez vous, regardez-vous nu dans cette glace. Voilà, regardez votre corps et qu'est-ce que vous pensez de ce que vous voyez? Et quand vous vous dites quelque chose sur votre corps, c'est qui parle? C'est vous? Ou c'est les critères sociétaux qui vous disent que vos seins sont trop ceci, vos hanches trop cela, que vous avez trop de graisse au ventre et tout ça. C'est qui parle? Est-ce que c'est vraiment vous ou est-ce que c'est quelqu'un qui parle à travers vous? Et ça, c'est très important d'arriver à décrypter comment il y a un discours sociétal sur notre corps et qui nous encombre et qui nous empêche de nous rencontrer. Alors, bien sûr qu'il y a des souffrances physiques, corporelles, qu'il y a des personnes qui souffrent d'obésité morbide et tout ça. Évidemment, mais ça, c'est pas de ça dont je parle. C'est la plupart des gens, nous avons des corps normaux qui sont les nôtres, apprenons à les aimer et ça ira beaucoup mieux dans la sexualité à partir de ça. Notamment, moi, tu sais, quand on parle de couple, je questionne depuis de nombreuses années, justement, pour en revenir encore à ce poids sociétal, je questionne mais est-ce qu'on ne devrait pas se poser les bonnes questions justement avant de se mettre avec quelqu'un? Tu vois, j'ai vraiment l'impression que la plupart des gens se mettent ensemble parce que justement on est conditionné à se mettre ensemble. Comme si c'était normal, il y a aussi un poids, tu sais, genre à 30 ans, si t'es pas avec quelqu'un, bah, c'est un peu bizarre. Si tu t'es pas marié, c'est encore plus bizarre. Si t'as pas fait d'enfant, oh là là, c'est encore plus inquiétant. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, très bien. Et donc moi j'ai l'impression que les gens en fait se mettent pas ensemble pour les bonnes raisons. Est-ce que tu as pu observer ça? Oui, mais ça très souvent parce que tu vois quand
quand je travaille en thérapie avec un couple, il y a deux choses que je fais systématiquement. C'est-à-dire déjà de travailler sur la genèse du couple. Comment vous vous êtes rencontrés, quand et qu'est-ce qui vous a fait dire que c'est elle ou que c'est lui. Ça, c'est indéniable. Et je travaille aussi sur les couples parentaux. C'est-à-dire, racontez-moi votre père, votre mère, voilà, et comment le couple parental influence le couple que l'on fait. Et à travers le couple parental, il y a toutes les injonctions sociétales qui sont là. Et avec, chez certaines personnes, comme tu le dis, une précipitation à vite, il faut que je fasse couple, vite, il faut que je fasse un enfant. Il y a tout ça est en jeu. Donc, c'est-à-dire que le couple, c'est une aventure. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose on rentre en aventure avec quelqu'un, on va faire un chemin avec cette personne, que ce soit un couple long terme ou pas, peu importe. Et ce chemin-là, c'est important qu'il se fasse à partir d'un choc amoureux, c'est-à-dire de quelque chose qui est pas, c'est pas que c'est plus fort que nous, mais quelque chose qui crée une évidence. Mais l'évidence, elle doit être intérieure. Elle doit pas être dictée par des dictates sociétaux, bien entendu, parce que sinon c'est un espèce de couple qui se construit en faux semblant. Tu vois, et puis en même temps, faut bien le dire, c'est pas simple de faire un couple. C'est pas simple parce que c'est deux personnes différentes qui se rencontrent et puis qui se rencontrent en essayant de trouver l'endroit où ça fait sens et l'endroit où ça fait espace commun. Donc souvent les couples se rencontrent à partir d'un état fusionnel. Ça fait fusion, c'est pareil chez toi comme chez moi, donc on s'aime. Mais quand on va commencer à défusionner, à rencontrer ce qui fait différence chez l'autre, là, ça demande beaucoup de vigilance, beaucoup d'attention, beaucoup d'intelligence relationnelle. Et ça s'apprend. Ça s'apprend. Il n'y a pas d'école du couple en tant que tel. Et chaque couple invente le couple également. Et en même temps, ce qu'il faut voir aussi, c'est que d'un point de vue anthropologique, le couple est une invention relativement récente. Le couple tel qu'on le connaît, avec un choix amoureux et tout ça, je pense que tout le monde sait que pendant très longtemps, c'était les familles qui choisissaient, et que l'on soit de milieux défavorisés ou pas. Et donc là, il y a un choix qui se fait de l'un vers l'autre et de l'autre vers l'un. Et c'est important que ce choix, il se fasse, quand on dit pour les bonnes raisons, pour des raisons qui sont intimes, personnelles. Tu vois, et non pas par rapport à des circonstances extérieures à soi qui laissera entendre qu'il faut vite que je me précipite à faire couple parce que telle ou telle raison. Donc c'est d'autant plus à l'heure actuelle où il y a plein de formes de couples qui existent. Tu vois, il y a une variété de couples à l'heure actuelle. Il y a pas une seule référence et je trouve que je reviens sur le terme d'aventure. C'est vraiment une aventure et avec tout ce que ça correspond dans le mot aventure. C'est-à-dire quelque chose de magnifique, quelque chose de difficile, de tendu. Il y a des tempêtes, il y a des éclaircies. Mais la question, c'est le sens. C'est-à-dire pourquoi je mets ça en place avec cette personne-là. Et ce sens, je pense qu'il a un caractère spirituel. Je pense qu'il y a une dimension spirituelle du couple et qui fait qu'à un moment donné, être en couple avec quelqu'un, c'est aussi pour construire quelque chose qui est au-delà de nous et qui raconte quelque chose qui nous transcende, qui nous magnifie et non pas quelque chose qui est une question à laquelle on doit absolument répondre parce qu'elle est posée par l'extérieur. Du coup, ça m'amène deux questions. Je trouve qu'il y a deux écoles. Il y a l'école des gens qui disent pour se mettre avec quelqu'un, c'est bien déjà de se connaître, d'avoir suffisamment cheminé vers soi, voilà, pour peut-être pour présenter la meilleure version de nous-mêmes. Hein. Et puis il y a aussi l'autre école qui dit que le couple, c'est un des leviers, ou parfois pour certains le levier par excellence, justement pour la connaissance de soi. Toi, tu fais partie de quel team? C'est-à-dire que je vais te faire une réponse à la normande, ni l'un ni l'autre. Je pense que c'est tellement, ça dépend des rencontres, ça dépend des circonstances. En tout cas, plus on avance avec le temps et plus on a tendance à se bonifier, à mieux se connaître. Donc forcément, les choix de couple que l'on va faire, ils sont un petit peu plus éclairés. Ce qui est intéressant à l'heure actuelle, c'est qu'avec l'augmentation de la durée de la vie, on peut faire un couple à 60, 65 ans
ce qui n'était pas le cas il y a un siècle et demi ou 2 siècles. Tu vois, D'accord. donc normalement, on apprend de ce qui s'est passé auparavant. Je dis pas qu'on apprend de ses erreurs, parce que c'est pas à ce niveau-là que ça se situe, mais on apprend de ses expériences. Et donc, lorsqu'on a fait des expériences auparavant avec un couple et qu'on est dans un nouveau couple, normalement, on va bénéficier de ces expériences, en tirer le bon grain pour pouvoir construire quelque chose de nouveau et non pas reproduire constamment le même schéma. Mais je pense que moi personnellement, je participe des deux côtés. Les gens que je rencontre, soit c'est le couple qui les révèle à eux-mêmes, soit ils ont besoin de se révéler à eux-mêmes avant de faire couple. Mais je crois que c'est vraiment des questions de circonstances de vie. Et puis, par exemple, en ce qui me concerne, moi j'ai été dans les deux terrains à travers. Voilà, j'en suis pas à mon premier couple. Et donc, mais c'est ça aussi qui est important à souligner, c'est qu'à l'heure actuelle, je pense qu'on va de plus en plus vers des états de vie où on aura 2, 3 grandes histoires d'amour dans sa vie et non pas une seule, et qu'elles seront différentes. Et qu'une histoire, on sera dans une team, et l'autre histoire, on sera dans une autre. Tu vois, c'est ça qui est en jeu. Mais en tout cas, le couple, oui, c'est un apprentissage sur soi-même, ça c'est évident. Après, la question, c'est qu'est-ce que tu fais de cet apprentissage, au service de quoi tu le mets? Oui, bien sûr. Ouais. Moi, je suis plutôt de la team c'est quand même mieux, a priori, de se connaître avant de se mettre avec quelqu'un. Et je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que, tu sais, en parallèle de l'énergie que je peux mettre autour de la connaissance de soi, je mets beaucoup d'énergie dans le monde de l'éducation, parce que je suis convaincu que tout part de l'éducation, hein, globalement, si on veut une société différente. Et donc, je suis vraiment, mais plus que convaincu que si on amenait justement le plus tôt possible le savoir-être et la connaissance de soi, notamment sur les bancs de l'école, mais de manière purement sociétale, hein, ça ferait des individus très différents. Et je pense que dans nos interactions sociales, les gens qu'on choisirait dans notre cadre amitié, par exemple, la personne avec qui on se mettrait en couple, je pense qu'on ferait des choix qui seraient peut-être beaucoup plus éclairés. Moi, je fais plutôt partie de cette team-là. Je pense que ça passe quand même avant tout par une profonde connaissance de soi, et ça peut que commencer le plus tôt possible. Alors là où je te rejoins à 200%, c'est sur l'importance de l'éducation. C'est-à-dire que, bon, moi je travaille beaucoup sur le terrain de la sexualité. Je suis fondamentalement persuadé qu'il y a une information sexuelle qu'il est important de pouvoir divulguer, partager avec les jeunes et voire les très jeunes générations. C'est un travail que j'ai fait pendant des années dans les collèges et dans les lycées. Mais au-delà du couple, moi, il me semble que ce qui est important dans l'éducation, c'est la question de l'autre. C'est-à-dire d'apprendre la beauté, la profondeur de l'altérité. Et de voir comment quelqu'un d'autre que soi, c'est un univers qui peut t'enrichir, qui peut t'agrandir et qui peut te permettre de mieux te connaître toi-même. À partir du moment où cette dimension de l'altérité, elle est présente dans l'éducation et dès le plus jeune âge. Après, il y a une curiosité vis-à-vis de l'autre. Et je pense que cette curiosité, elle peut aider effectivement à mettre en place un rapport au couple qui va être un rapport plus éclairé, plus serein, plus tranquille, et non pas demander à l'autre d'être son thérapeute, son infirmier, son médecin ou je ne sais trop quoi. Donc oui, je te rejoins complètement à ce niveau-là sur la question éducative, parce que mais je crois que c'est surtout une éducation à l'autre et à soi-même, quoi. C'est vraiment ça qui est en jeu. Et je vois à quel point, là, dans ce qu'on va appeler les jeunes générations un peu rapidement, à quel point il y a des propositions d'enfermement, tu vois. C'est-à-dire que je veux pas fustiger le monde virtuel parce que ça serait trop simple, mais quand même, il y a quelque chose dans la virtualité qui te renvoie de toi à toi, tu vois. Et donc, c'est comment ouvrir continuellement sur l'autre et comment être en curiosité de l'autre pour être en curiosité de soi-même. C'est ça qui est en jeu. Après, qu'on le reporte dans le couple, c'est génial. C'est oui. Bien entendu. Mais qui est cet autre qui n'est pas moi et comment cet autre-là peut m'apprendre qui je suis?
et comment je peux lui apprendre qui il est. Je pense que ça, c'est une entrée en humanité qui doit se faire dès le plus jeune âge, dès la crèche. C'est là que ça se situe, bien entendu. Ah, c'est sûr. Justement, en parlant des nouvelles générations, on voit bien que de génération en génération, on est vraiment tous différents. Et c'est vrai que, non pas que je m'inquiète, je pense pas que ce soit le juste terme, mais en tout cas, c'est très questionnant, je trouve, la façon dont eux, ils évoluent. Donc, on va dire ultra connectés, bien évidemment. Donc, l'accès aussi, comme je le disais, nous, on l'avait pas à YouPorn ou, tu vois, à tout est possible, quoi, en gros, maintenant sur Internet, pour qui veut. Je trouve que c'est assez déstabilisant. Et aussi, en parallèle de ça, parce que ça fait partie, à mon sens, du conditionnement, c'est les séries. Tu sais, les séries, tu vas trouver sur Netflix, sur Amazon Prime, etc., où tu vois, en fait, moi, ça m'intéresse beaucoup de regarder justement quel type de message ils transmettent à ces générations. Et je sais pas si toi, tu as déjà fait l'exercice, mais moi, je trouve que c'est quand même quelque part un peu inquiétant, en fait, ce qui se transmettent comme info. Ou alors, je suis un boomer et j'arrive pas à m'adapter, je sais pas, à ces nouvelles générations, mais je trouve que c'est questionnant. Oui, mais je reviens à la question de l'autre. C'est l'idée quand même qui est largement véhiculée que l'autre est une menace. Donc qu'il faut soit le pervertir, le tuer, le dépasser. Tu vois, c'est-à-dire que il y a bien sûr qu'il y a des choses qui existent sur l'amitié, sur l'humanité. Évidemment que ça existe, mais c'est pas tellement ça que regardent les jeunes générations. C'est toujours quelque chose où il y a de l'affrontement, tu vois. C'est-à-dire que moi, je sais que j'ai un petit peu regardé, parce qu'à un moment donné, ma fille regardait beaucoup ça. J'ai un peu regardé Walking Dead, par exemple. Okay. C'est une série qui est géniale. Mais en même temps, tu te dis, qu'est-ce que ça donne comme image de l'humanité, tu vois. C'est-à-dire que c'est-à-dire que donc ou Game of Thrones ou tu vois, c'est-à-dire que il y a quelque chose où continuellement faut se battre, faut s'affronter, voilà. Et quand tu as des alliances, c'est des alliances pour être contre quelqu'un d'autre. Tu vois, donc c'est tout l'inverse d'un regard qui soit un regard curieux sur ce que l'autre peut t'apporter. Donc oui, ça c'est une vraie problématique par rapport à certaines séries. On va pas dire toutes les séries, ce serait pas juste. Mais en même temps, ce qu'il y a, c'est que moi, ce que je trouve dans la présence des écrans, dans la trop grande présence des écrans pour certains, c'est que ça amène une espèce de focalisation et ça amène un état un peu d'hébétude. Tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vois, la capacité à penser et à penser par soi-même et le sens critique, il a tendance à s'édulcorer. Et je trouve que ça, c'est vraiment dommageable. Et ce qui fait qu'après, tu as même dans les images qui sont véhiculées, et ça rejoint certains films et autres, tu vois, tu as une espèce, pour revenir au couple, une espèce d'image du couple qui est très formatée, tu vois, c'est très, très, très formaté. Et où forcément, quand tu as 14, 15 ans, ben, t'es pas encore rentré dans cette vie-là, donc tu vas imiter ce que tu vois parce que tu te dis ça doit être ça la norme, tu vois. Et bon, et la norme sexuelle, c'est pas YouPorn, tu vois. C'est évident, tu vois. Donc, moi j'avais remplacé le doc sur Fun Radio il y a quelques années, tu vois, et donc j'ai une libre antenne sur Fun pendant 2 ans, et c'était étonnant, et déjà à l'époque, et c'était étonnant d'entendre des personnes de 18, 19 ans te parler du porn, voilà, c'est d'éjaculation faciale, de tout un tas de trucs, de performance sexuelle. Mais en fin de compte, ils appelaient pas pour ça. Moi, je me souviens d'un jeune qui avait appelé, puis à un moment donné, il parlait de pornographie, tout ça, et je lui ai dit, écoute, pourquoi t'appelles? Alors, moi, je m'appelais Coach Alain à l'époque. Il me dit, Coach, comment on roule une pelle? Et c'était ça sa vraie question. Et sa vraie question était sur le terrain de la relation, pas sur le terrain de l'accumulation des performances. Et je pense que, alors j'ai une vision peut-être un peu romantique de l'adolescence, mais je pense qu'il y a encore chez les ados quelque chose où le fondement même du lien à l'autre, c'est comment être en relation avec l'autre et comment l'autre est en relation avec soi. Donc ça, c'est encore présent, tu vois. Et c'est pas YouPorn qui va apporter la réponse, ça c'est sûr.
Ah bah non, c'est clair. Hein. Et du coup, si j'ai bien compris, toi, tu disais que tu étais aussi actif auprès des adolescents, c'est ça Alors, se mettre- je l'ai été autrefois parce que j'ai beaucoup travaillé sur de l'information sexuelle dans les établissements publics comme dans les établissements privés. Et à partir de la troisième, j'ai beaucoup fait troisième, seconde, première. Et donc, j'intervenais pour rencontrer les collégiens, les lycéens et parler de sexualité avec eux. Mais le travail que je faisais, j'étais pas le seul, c'était pas de leur apporter la bonne parole, de leur dire voilà que c'est comme ça que ça se passe, mais de répondre à leurs questions. Ok. Et avant d'intervenir, ils me posaient les questions de manière anonyme. Et quand j'arrivais, j'avais les questions dans un panier, puis je tirais au sort, et puis je répondais et je dialoguais avec eux. Tu vois, Ok. c'était Super. passionnant. C'était Super. passionnant comme travail. Ouais. Et là, je me suis aperçu que oui, il y avait des choses très très trash, mais il y avait aussi la plupart des questions étaient sur oui, sur les difficultés relationnelles, comment Ouais. difficulté à rentrer en relation avec l'autre, et puis la première fois, la masturbation, voilà, tous ces éléments-là qui ressortaient. Et donc cette interrogation-là, ben oui, elle est portée par les jeunes générations, et puis après on va la retrouver dans le couple hein, également, hein, bien Ouais. sûr. Bah, justement, en fait, on n'a pas d'éducation sexuelle. Alors, Non. je sais pas, toi, ouais, on n'a pas d'éducation sexuelle. Mm. Moi, je me rappelle m'être débrouillé un peu tout seul, hein, comme tous mes Et moi camarades. aussi. Mm. Ouais, on est Mm. d'accord. Et c'est Mais encore le cas aujourd'hui, hein. Enfin, je sais pas si je me trompe, oui, mais oui, oui, c'est encore le cas aujourd'hui parce que même s'il y a des progrès qui ont été faits, je trouve que, alors, l'anatomie, elle est fondamentale. C'est important de savoir comment anatomiquement on est fait. Mais il ne peut pas y avoir que l'anatomie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la question de la relation, la question du sentiment, la question des émotions aussi, tout ça, c'est important de pouvoir l'aborder. Et moi, quand j'intervenais, oui, j'avais mes planches anatomiques, voilà, la véritable anatomie du clitoris, voilà comment on est fait, tout ça. Mais il y avait aussi des questions sur la relation et des questions sur l'émotion. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la sensorialité, la sensualité, qu'est-ce que c'est que s'aborder l'un et l'autre, rentrer en contact, rentrer en relation. Tous ces éléments-là sont vraiment au centre du débat. C'est présent chez les ados, mais c'est présent dans les couples aussi, hein, même chez les couples matures et adultes, hein, qui sont un peu handicapés de la relation, quoi. Tu vois, parce que ça peut paraître simple être en relation avec quelqu'un, mais des fois c'est d'une complexité totale, et c'est pour ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, que le rôle d'un thérapeute, c'est aussi de dédramatiser, c'est de revenir à cette simplicité première du plaisir de la rencontre avec l'autre. ouais, c'est ça. Bah, c'est une fois de plus, on nous l'a pas appris, hein, donc Non. c'est de l'éducation en permanence. Tiens, je repense au livre dont on a parlé en off que tu as écrit, que je vais montrer à l'affiche. On fait pas l'amour, c'est l'amour qui nous fait. 13 clés pour dynamiser désir et sexualité. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'on retrouve dans ce bouquin? Alors, en fait, c'est un livre sur la dimension sacrée de la sexualité. C'est-à-dire que déjà, une grande partie des choses est dans le titre. C'est-à-dire que, en fait, l'idée, c'est comment on peut s'ouvrir à l'amour, comment on peut être plutôt un réceptacle par rapport à ses énergies. On parlait d'énergie, de libido tout à l'heure. C'est un peu ça qui est en jeu. Et l'idée, c'est que lorsque un couple, un homme, une femme, deux hommes, deux femmes se rencontrent et ont une relation sexuelle ensemble, ils fabriquent de l'amour. Et l'amour se fabrique à travers eux. Et il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Alors l'amour, et je le développe dans le livre, moi je suis très influencé par les Grecs et par les différentes formes d'amour que les Grecs proposaient. Donc l'amour, c'est pas que la sexualité directe, c'est pas non plus que quelque chose d'éthéré. Il y a plein de choses, il y a plein de formes d'amour différentes dont je parle dans le livre, et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, la question de l'aventure, la question de la rencontre, et puis la question de l'étonnement. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a pas assez d'étonnement dans les couples, tu vois, de dire ah ouais, c'est quand même avec toi que je suis, quoi. C'est étonnant, quoi. De revenir à cette espèce d'étonnant très enfantin. Là encore, on revient à la dimension ludique, quoi. Qui
qui est vraiment l'un des axes à retrouver dans le couple. Bon, c'est de tout ça dont je parle dans le livre. Alors oui, ça met 13 clés, donc ça paraît un peu un livre mode d'emploi, mais les 13 clés, c'est des chapitres très très larges à l'intérieur desquels je décris des choses. Et ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure. Tu vois, j'y pense en t'en parlant. C'est que la première clé, c'est effectivement d'avoir fait un bon travail sur soi avant de rencontrer l'autre. Tu vois, donc je m'aperçois que finalement, de la team à laquelle j'appartiens. Voilà. Ouais. Et donc, ce livre, j'imagine, on le trouve partout, dans toutes les librairies. Oui, il est distribué partout. Bien sûr, j'ai un éditeur qui fait très bien son travail, donc il n'y a pas de souci. Ça marche. Tu disais que tu consultes plus, hein, donc si là, des gens qui nous écoutent ont envie de rentrer en contact avec toi, tu ne fais plus de consultation, hein, c'est ça? Non, je ne fais plus de consultation parce que je n'ai plus de cabinet, et puis c'est un choix que j'ai fait. J'ai consulté quand même pendant pas mal de temps, et puis là, je prends beaucoup de plaisir à transmettre, à donner des cours de psychopathologie, de sexothérapie, sur les relations de couple également. Et voilà, je suis passé à autre chose. Bon, je forme des thérapeutes après l'avoir été moi-même, quoi. Ok. Et s'il y a des gens qui veulent malgré tout rentrer en contact avec toi, est-ce que tu réponds aux mails? Est-ce que tu es présent sur les réseaux sociaux? Est-ce que si je vais sur Instagram et que je te parle, par exemple, tu vas me répondre? Oui, bien sûr, oui. Je suis sur Facebook, Instagram, principalement. Oui, je suis facilement trouvable sur les réseaux sociaux, et puis en général, je fais en sorte de répondre. Alors, je réponds pas forcément toujours aussi rapidement que les gens le souhaitent, mais je réponds toujours quand. Bien entendu, par contre, ce que je ne fais pas, c'est de consultation un peu sauvage, tu vois. Ouais, bien sûr. Et que s'il y a quelqu'un qui me contacte et puis qui à un moment donné a besoin d'aller plus loin, je conseille toujours des thérapeutes parce que bon, voilà, vu le nombre de gens que j'ai formés et puis d'autres que je connais bien, j'ai un petit carnet d'adresses réparti un peu partout en France, en Belgique, en Suisse, donc il y a pas de souci. Hein, J'imagine. Merci beaucoup, Alain. Tu vois, ça passe vite, hein, ça fait déjà quasiment 1 heure. Merci pour notre échange. Écoute, je te souhaite plein de bonnes choses, hein, pour la suite. Plein de bonnes choses pour toi aussi. Merci. Et puis, je te dis à tout bientôt, sûrement. À tout bientôt, Julien. Merci beaucoup. Belle journée. Ciao. Bonne journée. Et voilà, les amis, c'était Alain Héril. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. C'est toujours intéressant, hein, une fois de plus, hein, de discuter avec des gens passionnés et passionnants. Merci pour vos petits messages, Eugénie, Martine, Georgia, Carole. Merci. Écoutez, ça fait toujours plaisir. Pensez, je le dis pas assez souvent, en fait, je crois que je le dis même très rarement, voire jamais. Mais en tout cas, je vais essayer parce qu'il faut y penser. Merci de partager cette vidéo. Merci si vous êtes sur YouTube, de vous abonner à la chaîne YouTube. Merci de laisser des commentaires si vous regardez cette vidéo ou si vous l'écoutez après, si vous l'écoutez en podcast, parce qu'on est présent sur toutes les plateformes. Merci aussi de laisser des petites étoiles, vous savez, de laisser des commentaires parce que ça nous aide en fait pour les algorithmes. Et c'est vrai que je n'ai pas pris l'habitude de le dire, mais c'est une grande aide pour nous. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié. Je vous rappelle l'actualité du moment, c'est qu'on est en train de préparer le week-end immersif C'est quoi le bonheur pour vous, qui va avoir lieu du 2 au 4 août au hameau de l'Étoile, proche de Montpellier, avec David Tan et Alexandre Antonenko. Si vous voulez participer, il reste de la place. Il suffit d'aller sur le site c'est quoi le bonheur.fr tout simplement, et vous allez tomber directement sur le week-end. Je vais vous laisser avec une petite vidéo qu'on a réalisée autour de l'écosystème C'est quoi le bonheur. Il faut que je la retrouve. Voilà, il me semble l'avoir trouvée. Et je vous souhaite plein de bonnes choses, une très belle journée, et je vous dis à très vite. Ciao. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous, que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film C'est quoi le bonheur pour vous. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.